Donc vous parlez d'abord, non? Oui, je vais parler d'abord. Je vais vous présenter Madame Baglin. Merci Madame Baglin d'être là en toute dernière partie. On a 25 minutes ensemble pour présenter l'UNAFAM, échanger sur l'UNAFAM. Alors, je vais vous laisser nous expliquer, nous présenter l'UNAFAM. Donc bonjour à tous. Je représente l'UNAFAM, qui est une association nationale qui regroupe sur le plan national, pour ne pas oublier, les familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques dans un but d'entraide, de formation, de défense commune des intérêts des personnes que nous accompagnons. La première mission de l'UNAFAM, c'est l'écoute, le soutien par l'écoute, avec un numéro de téléphone national où vous serez reçu par des psychologues. Ça, c'est au niveau de l'UNAFAM nationale. L'UNAFAM nationale se décompose en délégation de région, en délégation départementale, et je représente donc l'Orne pour les familles de malades. Nos personnes proches sont des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, et malgré que nous soyons au XXIe siècle, les pathologies psychiatriques restent tabous, stigmatisées, ce qui fait que les familles, même entre elles, n'arrivent pas à parler de la pathologie de leurs proches. Même entre conjoints, ça peut faire exploser le couple, parce que si le couple n'est pas solide, chacun se reproche la maladie de son proche. C'est-à-dire, tu lui en as trop fait, je te l'avais bien dit. La maman qui dit à son mari, oui, t'étais bien trop dur avec lui. Et donc, c'est extrêmement difficile à vivre. Pour les proches malades, les familles rentrent dans la maladie quand leurs proches, à la fin de l'adolescence, au début des études supérieures, entre 18 et 19 ans. Pour certains, ils commençaient des études supérieures brillantes, et c'est patatrac, tout se casse la figure, et la famille doit faire ce qu'on dirait un demi-deuil du rêve qu'elle avait fait pour son proche. Donc nous, l'UNAFAM, on accompagne donc nos semblables, c'est-à-dire que les familles qui ont un proche malade, pour que leur permettre de s'exprimer, d'évacuer tout ce qui est difficile à vivre par rapport à ces pathologies. Donc dans l'Orne, il y a également un service d'écoute, et donc il serait peut-être bien qu'on rappelle le numéro. Allez-y, on mettra en lien avec la vidéo d'e-replay aussi. D'accord. Donc le numéro de téléphone, c'est 02 33 66 20 88. Et vous pouvez prendre contact également sur Internet 61@unafam.org. Donc là, si j'appelle ce numéro-là, c'est toute la journée au 02 30. C'est quand je suis là. D'accord. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, que je suis avec vous, je ne suis pas. Ah d'accord, pardon. Derrière le téléphone. J'avais pas fait de lien que c'est votre téléphone. Ok, d'accord. C'est pas le mien. Okay. C'est un téléphone spécial pour la délégation. Okay. Mais il est chez moi. Le siège social étant chez moi, à Saint-Georges. Et donc, effectivement, il faut me laisser un message et je rappelle. Alors, les appels des familles, c'est pour exprimer tout ce qu'elles ne peuvent pas exprimer ailleurs. En général, ces communications durent entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, je propose un rendez-vous si la personne souhaite avoir un rendez-vous. Au bout de cette écoute, les personnes sont tellement contentes d'avoir pu exprimer tout ce qu'elles ne pouvaient pas dire jusque-là, qu'elles se confondent en remerciements, alors que c'est notre premier rôle, l'écoute, ce qui permet de les accompagner. Ensuite, au titre des aidants que nous sommes,
L'UNAFAM accompagne les familles par des formations, comment accompagner leurs proches souffrant soit de schizophrénie, soit de troubles bipolaires, ce qu'on appelait précédemment les troubles maniaco-dépressifs, soit de dépression sévère et persistante, TOC, toutes les maladies graves relevant de la psychiatrie. On entend beaucoup dire qu'on ferme des lits d'hôpitaux et que, effectivement, la vie, c'est pas l'hôpital, on est tous d'accord là-dessus. Sauf qu'on ne crée pas dans la cité des structures pour accompagner nos proches. Donc on est obligé de prendre nos proches chez nous, pour la plupart du temps, pour tous ceux qui ne sont pas capables d'habiter tout seuls dans un logement. Il faut savoir que nous vieillissons et que demain, nous ne serons plus là. Et que deviendront-ils ? Donc ça, c'est un des rôles de notre société aujourd'hui. Il y a un débat qu'on a en parallèle avec toutes les associations de handicap, c'est la déconjugalisation de l'AH. C'est-à-dire que nos proches handicapés qui vivent de l'allocation d'adulte handicapé n'ont pas le droit d'avoir une vie comme tous les autres, puisque l'AH est attribué en prenant comme base le revenu du conjoint quand il y a un conjoint. Et donc, pour les personnes accompagnées où leurs revenus sont cette fameuse AH, si le revenu du conjoint dépasse ce fameux plafond, l'AH est diminuée, voire supprimée. Ça veut dire que la personne handicapée, là encore, peut avoir besoin de ses parents pour combler ses ressources qu'elle n'a pas, mais également qu'elle doit toujours demander à son conjoint d'avoir de quoi payer un café, comme m'a dit madame ce matin, à un ami ou une amie, ou alors que en vacances, pour acheter une carte postale, elle devra demander l'argent à son conjoint pour acheter une carte postale. Il faut savoir que les femmes souffrant de pathologies psychiatriques qui donc dépendent de l'AH, elles sont dans des foyers violents. Le conjoint est le plus je crois que c'est 27% violent pour des personnes handicapées, alors que c'est moitié moins pour des personnes non handicapées. Donc ça augmente la dépendance au conjoint, alors qu'on n'arrête pas de nous parler de l'inclusion, de la vie autonome. C'est exactement contraire à cette vie autonome. Alors là, je me permets l'étiquette APF France Handicap. On soutient ce combat. On a milité. On est un collectif et on n'en parle pas assez. Puisque, en fait, le ou la mariée, notamment, devient l'objet financier. Il n'y a pas d'égalité dans le couple. Complètement. Et c'est assez affolant de voter contre, alors que toutes les associations, qui ne sont pas forcément toujours pour les projets, là, toutes les associations étaient pour le projet. Alors, j'ai interpellé récemment un de nos députés, les deux que je connais, Alençon et Effler. Paraît-il qu'ils vont avoir une niche au mois de novembre. Alors, j'ai proposé qu'on leur envoie justement tout ce que le collectif a écrit. Donc, je vais l'envoyer aux deux députés, mais je vais aussi l'envoyer à Véronique Louvagie, je la connais aussi. Oui, il faut faire. Parce que, effectivement, quand j'ai rencontré un des députés au Forum des associations à Argentan, je lui en ai parlé. Madame l'a vu aussi. Et donc, alors il m'a dit, oui, non, je suis d'accord avec vous, c'est une honte. Oui, mais il prétend que c'est que ce gouvernement, mais je suis désolée, ça fait des dizaines d'années qu'on le demande. Donc, eux, c'était pareil avant. Bon, on ferme la parenthèse, mais c'était quand même un vote bloqué du gouvernement. Hein, donc, non, mais effectivement, là, cette fois-ci, oui. Alors, fin de la parenthèse, militante. Oui, ça, alors là. Allez, on déroule sur vos missions. Alors, nos missions, c'est également de réunir les familles. Donc, on les réunit tous les 2 mois.
La dernière était il y a 15 jours. Chaque famille a le soutien des familles qui sont dans la maladie depuis longtemps. Ensuite, donc, au niveau de chaque délégation, alors l'Orne est trop petit, mais c'est Caen qui fait les formations. Il y a l'accompagnement, comment vivre avec une personne souffrant de schizophrénie, comment accompagner mon proche souffrant de troubles bipolaires. Ensuite, il y a une formation sur les maladies psychiques, donc qui englobe le tout. Qu'est-ce que je pourrais dire encore alors, comment ça se passe, ces formations? C'est gratuit? C'est par groupe? Les formations, à partir du moment où la personne est adhérente à l'UNAFAM, toutes les formations sont gratuites. D'accord. Les formations peuvent donc être faites à Caen, comme j'ai dit, elles peuvent également être faites à Paris, mais là aussi, elles sont gratuites. Il y a les frais de déplacement à la charge de la personne. Ensuite, donc, l'UNAFAM ainsi que Advocacy, qui est une association d'usagers, avons été à l'initiative de la création des groupes d'entraide mutuelle. Il y en a 3 dans le département, qui permettent à nos proches malades d'avoir des activités en dehors du soin. Quand les personnes arrivent dans les groupes d'entraide mutuelle et qu'elles sortent du soin, elles sont complètement figées, et au fur et à mesure qu'elles prennent confiance en elles, elles ont une vie beaucoup plus détendue, ce qui permet aux proches aidants d'aller mieux. Alors, peut-être je peux développer ça. Allez-y. Le parcours de la vie des proches aidants. Il y a dans un premier temps l'apparition de la maladie, qui peut, soit la personne décompense et il faut qu'elle soit hospitalisée en urgence, soit c'est par le biais d'une tentative de suicide. Dans ce cas-là, la personne est donc emmenée à l'hôpital et hospitalisée dans un premier temps aux urgences, où la famille n'est pas accompagnée du tout. Elle repart chez elle, elle a laissé sur place son proche pour qu'il soit soigné. Il est muté en psychiatrie et pendant tout le temps de la prise en charge en psychiatrie, qui peut être 3-4 jours, la famille ne peut pas voir son proche. Et donc, quand elle le revoit, il est certes calmé, mais complètement dépendant des médicaments. Et donc, la famille, à plus forte raison quand c'est l'entrée dans la maladie, ne comprend rien. Et elle n'est pas souvent écoutée. Et donc, elle repart chez elle avec toutes ces interrogations. Elle a vu son proche partir dans des moments de violence et elle le revoit complètement éteint, pas communicant éventuellement. Et pour la famille qui ne comprend pas, c'est extrêmement difficile. Et à ce moment-là du début de la maladie, la famille n'est pas prête à communiquer, même avec des semblables. Il faut un certain temps pour arriver à réaliser déjà que c'est une maladie. Ensuite, la personne, donc, elle a sa famille autour d'elle, à qui elle ne peut pas en parler parce que la famille ne comprend pas non plus que c'est une maladie. Et le regard de la société aujourd'hui, c'est la personne doit travailler. Si elle ne travaille pas, c'est obligatoirement une feignante. Et donc, pour la famille, de ce fait-là, elle ne peut pas en parler, même à ses amis, parce qu'ils ne comprennent pas. Le regard des autres, eh bien, c'est ce que j'ai dit en début, c'est on a beau être au XXIe siècle, les pathologies psychiatriques restent tabous. Quand vous êtes malade,
on pense tout de suite que vous allez être violent. Je vais citer une de mes expériences. Mon fils souffre de troubles bipolaires, il ne peut pas travailler, mais par contre, il peut faire du bénévolat. J'ai interpellé une association en lui demandant si on pouvait le prendre, en précisant qu'il souffrait de troubles bipolaires. La personne que j'avais en face de moi a carrément fait des mouvements de recul, à laquelle j'ai répondu que mon fils n'avait jamais été violent, qu'il ne le serait jamais, et que quand il l'était, c'était envers lui-même, puisqu'il faisait des tentatives de suicide. Donc elle m'a répondu, bon, dans ce cas-là, venez quand même avec lui. Et il a été pris en bénévolat. Et quelques mois après, la personne m'a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Tout ce que je vous avais dit, madame. C'est mieux. Oui. N'est-ce pas? En fait, à chaque fois qu'on parle de ces pathologies psychiatriques qui sont tellement stigmatisées par la presse quand il y a des événements extrêmement dramatiques, Oui. qui, malheureusement, on est obligé de le reconnaître, arrivent. Mais ces événements dramatiques, souvent, c'est parce que, là encore, on n'a pas voulu écouter la famille. Le cas le plus dramatique qui reste en mémoire, c'est l'affaire De Pau, Romain Dupuis. Madame Dupuis avait alerté tout le monde, la psychiatrie, les services de police, la mairie, tout ce qu'elle avait pu alerter. On lui avait dit que c'était elle qui était folle. Sauf que, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est arrivé à l'affaire De Pau, c'est que ce monsieur s'est introduit dans les services de psychiatrie en pleine nuit et qu'il a soigné, qu'il a tué 2 soignantes. C'était sous l'époque Sarkozy. Et la presse et le pouvoir en a fait 15 000 tonnes, c'est le moins qu'on puisse dire, si bien que ce jour-là, on a cru qu'il y avait eu 100 morts, alors que c'était complètement faux. Et les autres affaires, qu'il y en a eu une à Grenoble, je crois, pareil, il y a eu qu'une personne tuée, c'est déjà trop, mais c'est pareil, les proches n'ont pas été entendus. Alors ça arrive qu'effectivement, il n'y ait pas de proches autour, mais ce qui fait que la psychiatrie est extrêmement stigmatisée. Voilà. Alors, les sentiments mêlés, eh bien, au départ, c'est de la colère. Pourquoi nous et pourquoi notre fils ou pourquoi notre fille? Et ensuite, la personne finit par accepter la pathologie. Et dans ce cas-là, elle fait face comme elle peut. Le parcours de soins, c'est un parcours du combattant parce que la personne malade doit prendre son traitement. Aujourd'hui, on sait stabiliser les pathologies, mais on ne sait pas les soigner d'une manière définitive. Et donc, dans certaines des pathologies psychiatriques, certains ne reconnaissent plus qu'ils sont malades, et s'ils ne sont plus malades, ils ne voient pas pourquoi ils prendraient des médicaments. Donc là, ils entrent dans le déni de la pathologie. Le parcours de vie, eh bien, il manque, comme j'ai dit tout à l'heure, des accompagnements dans la cité. Il manque, comme tous les handicaps, des entreprises adaptées pour que les personnes puissent travailler, ou dans les entreprises préfèrent payer les pénalités que d'embaucher des handicapés. Ensuite, le rôle des aidants, eh bien, nous sommes des veilleurs, des accompagnants. Notre rôle d'aidant commence à 18-19 ans et continue pour la plupart des cas jusqu'à notre mort, ce qui donc est extrêmement long, avec des relations qui peuvent être extrêmement conflictuelles, augmentées par le problème de la gestion de leurs revenus. Et les stratégies pour vivre avec, alors là, c'est là que notre rôle de l'UNAFAM est extrêmement important, c'est d'informer sur les pathologies, informer sur les structures qui peuvent les accompagner, et susciter la création de structures pour le logement. Donc là, on est en plein logement inclusif, mais M. Montambeau me disait ce matin qu'on en parlait.
qu'on en parlait, mais pour l'instant, il n'y a pas d'enveloppe. Au niveau du département, l'UDAF a créé une structure famille gouvernante à... Oui, c'est ça, oui. Voilà. À la Ferté-Massé, et crée également du logement. Il y en a à Saint-Georges, d'ailleurs. Il y a 7 ou 8 logements à Saint-Georges, des groseilliers. Oui. On vous suit. Et donc, c'est un des gros problèmes, le logement. Pour la plupart, ils peuvent être dans des logements en dehors de l'hôpital, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour apaiser autour du logement, ce qui a été fait aux familles gouvernantes, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe des familles gouvernantes a contacté les voisins, et du coup, les voisins sont devenus bienveillants par rapport aux personnes habitant dans la structure des familles gouvernantes. Et ils sont entre 10 et 12, ça dépend des moments. Donc en fait, c'est ce qu'on a besoin pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, toutes celles qui ne peuvent pas avoir une vie autonome comme tout le monde. Oui, c'est un travail de proximité, d'environnement, d'explication, en prévention. Toujours. Tout à fait, tout à fait. Il faut... effectivement, dans les hôpitaux, c'est la période de crise, mais dans le souci, c'est que dans la prise de soins ou dans la mise en place du soin, la psychoéducation devrait avoir une place primordiale qu'elle n'a pas par manque de psychiatres dans les services. C'est fait au niveau du CHU, mais dans nos petits départements, à plus forte raison l'Orne, qui est peu peuplé, eh bien ça n'attire pas les médecins, on le sait, c'est pas spécifique aux psychiatres. Malheureusement, c'est toutes spécialités confondues, mais déjà au niveau national, il n'y a pas assez de psychiatres, alors vous pensez bien que dans les départements comme les nôtres, et donc ça n'aide pas à la prise en charge. Et ni au soutien, parce que les services de soins proposent ce qui s'appelle Pro-Famille, qui est donc de la psychoéducation pour les familles, sauf qu'ici, dans l'Orne, on n'a pas de psychiatres qui le font. Il faut aller à Esquirol s'ils ont de la place. Donc Esquirol, c'est le CHU. On est toujours sur des problèmes d'accompagnement, oui, d'autonomie, tout à fait. De prise en charge. Tout à fait. On essaye aussi de mettre un maximum de liberté, que la personne se sente mieux. Autonome. Voilà, autonome. Elle reste un citoyen comme tous les autres. Tout à fait. Donc ça, c'est votre combat au quotidien. Tous les jours. Tous les jours. Et vous êtes nombreux avec vous là, dans l'Orne pour travailler là-dessus parce que ça... Alors, dans l'Orne, il y a 45 adhérents, alors que on a estimé, parce qu'en fait... Oui, je reprends la page. Dans le département de l'Orne, il y a 275 000 habitants. Les personnes souffrant de pathologies psychiatriques, donc toutes les pathologies que j'ai citées, représentent 3% de la population. Ça veut dire que ça fait 8 256 malades dans l'Orne et 24 000 proches. Nous sommes 45 familles adhérentes. Au niveau national, il y a 2 millions de personnes malades à peu près et on est 15 000 adhérents. Dès qu'on veut du bénévolat sur des associations comme les nôtres, qui sont des associations de soins, à plus forte raison la psychiatrie extrêmement stigmatisée, les bénévoles, on n'en a pas beaucoup. Alors je ne sais pas comment c'est à l'APF, mais... On commence à être embêtés. On en a besoin aussi, on en recherche. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est le même cadre de chiffres. Hein. Enfin, nous, c'est plus simple quand même, parce qu'on est plus en autodétermination, donc c'est oui ou non. Mais les espaces bénévoles sont assez faciles sur une journée, sur un peu de temps bien ciblé. Ouais. Mais dès qu'ils voient qu'ils ont un peu de compétences, ils sentent qu'on va demander là, un deuxième doigt, un troisième doigt. Et puis en fait, moi je demande vite une main et même les deux mains. Tu sais, les chauffeurs, bah oui, et puis la tête, et puis le permis de conduire.
Et c'est comme ça. Mais voilà, en fait, l'investissement, c'est vraiment en creux pour toutes les associations, hein. Mais encore plus pour nos associations, on va dire, qui sont des niches de défense en plus, hein. Vous avez une défense des droits, vous militez aussi donc, pour la défense des droits, l'usage des droits? Alors, nous siégeons effectivement à la MDPH, au conseil départemental. On a siégé, on fait partie du plan territorial de santé mentale. On siège au niveau des instances de soins, c'est-à-dire au CPO, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au comité d'éthique, si c'est un blocage comme Facebook qu'on a eu l'autre jour pendant 6 heures. Bon, on a une coupure Internet, je crois qu'on tout fatigue. Tout est fatigué. Non, mais en fait, on essaie de représenter partout où on peut être présent. Mais il reste que c'est extrêmement difficile parce que, effectivement, on n'a qu'une tête, 2 bras et 2 jambes. On ne peut pas être partout. Mais que, en fait, la psychiatrie, c'est, la 50 millième roue du carrosse. Là, avec le Covid, on s'est aperçu que la santé mentale, effectivement, en fait, les gens, ils ont une santé mentale. Mais du coup, ça a replacé la psychiatrie derrière. Là, c'est le cas dans les hôpitaux généraux où les directeurs, tout d'un coup, se rendent compte qu'ils ont un service de psychiatrie dans leurs hôpitaux. J'ai l'impression quand même que la psychiatrie, c'est le pire de tout. Cela dit, l'autisme, je pense que c'est pas terrible non plus. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser? Je suis à votre disposition. Sandrine, Dominique, Sylviane? Eh ben non, moi je suis d'accord avec Madame Baglin, c'est tout à l'heure. Je suis d'accord avec Madame Baglin. Micro. Si je mets devant le micro, on va pas vous entendre. Je suis d'accord avec tout. J'ai la même pensée. C'est pas simple, hein, de parler de santé mentale, de psychiatrie, d'autisme. En fait, il y a toujours un manque de connaissances sur ces maladies-là. On ne sait pas comment parler de ça. On a l'impression qu'on va déraper dès qu'on parle de ça, alors qu'il y a une prise en charge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pose la question comme ça. Comment la santé mentale et le handicap psychique, c'est quoi les grosses différences? Quelqu'un qui est en difficulté de santé mentale, c'est un peu comme ça que... Si vous voulez, en fonction de la pathologie mentale, certains ne peuvent pas travailler. Certains, leur pathologie est tellement lourde qu'ils ont une vie. Et donc, dans ce cas-là, vous faites une demande de reconnaissance qui débouche sur, dans un premier temps, si le handicap n'est pas trop élevé, sur une reconnaissance de travailleurs handicapés qui permet d'avoir accès aux emplois protégés. Et ensuite, si le handicap reconnu est entre 50 et 79% et qu'il ne peut pas travailler, il aura donc cette fameuse RQTH et l'allocation d'adulte handicapé. Et pour les cas les plus graves, ce sera 80%. Et dans ce cas-là, il est dans l'impossibilité de travailler et dans certains cas d'avoir une vie sociale tout seul. Et donc dans ce cas-là, il devrait être dans une structure. Et quand vous avez les 80% d'AH, vous aurez l'AH jusqu'à la mort. Maintenant. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de délai. Effectivement, voilà. C'est récent. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Oui, tout à fait. Et le certificat médical est valable 1 an au lieu des 6 mois parce qu'ils n'arrivent pas à traiter les dossiers. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, dans les aidants précédents, il y en a qui ont parlé de toutes les demandes qu'ils font. Alors, effectivement, la MDPH, je ne sais pas où ils en sont tout de suite, mais à un moment, c'était 7 mois pour avoir une réponse. Ah oui, oui. Mais c'est... Alors, ils ont... On est à un peu plus. Ouais. D'accord. Et voilà, ça a augmenté.
Et sachant que, visiblement, dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que les décisions ne sont jamais définitives, pas plus à la CPAM qu'à la MDPH, que toutes les décisions peuvent faire l'objet d'appels. Dans ceux que j'ai entendus. Oui, il y a des recours. Oui, il y a des recours. Et maintenant, vous l'avez, quand malheureusement votre handicap est avéré, vous pouvez ne pas refaire un dossier tous les 5 ans, c'est tous les 10 ans. Et ça, c'est une sacrée soulagement, parce que tous les 5 ans, ça revient trop vite, enfin, franchement. Alors ensuite, pour ces fameux dossiers MDPH, dont il y a la première partie qui est un certificat médical, mais ce n'est pas un certificat médical où le médecin signe en bas de la feuille « je reconnais qu'il n'est pas en état d'avoir une vie normale ». C'est un dossier médical en, je ne sais plus, je crois qu'il y a 10 pages au moins. Et si le médecin n'a pas coché ce qui doit être coché pour que le handicap soit reconnu, ce qui longtemps a été le cas pour le handicap psychique, ils étaient refusés, alors qu'ils avaient tous les critères pour être reconnus handicapés. Alors à une époque, il y a des délégations UNAFAM qui avaient fait des questionnaires spécifiques qui étaient joints au dossier MDPH, ça sert à ça aussi, l'UNAFAM, et depuis, les certificats médicaux comprennent toutes ces cases, mais faut-il encore que le médecin les coche. Donc quand les personnes vont chez leur médecin pour avoir ce fameux certificat médical, c'est impératif qu'elles insistent sur tout ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et ça, effectivement, ça fait partie de notre mission d'aidant, oui. Eh bien, on voit que vous avez beaucoup de boulot. Comme vous dites. On va vous laisser faire votre 3e journée. On va conclure sur quelques petits mots. Qui voudrait intervenir ? Non, Sandrine, non, c'est bon. Madame Baclin, je vous laisse terminer la journée. Alors, je vous remercie pour votre attention, déjà, sur un sujet qui est extrêmement difficile. Alors, si vous voulez, on peut faire un témoignage d'une personne, toute la famille concernée, par exemple ? Ah ben écoutez, avec le micro, oui. Oui. Ouais. Alors... rapprochez-vous du micro, on n'entend rien. Je suis désolé, mais... Attends, non, c'est bon. C'est Mathilde qui dit « Même si les rapports sont forcément perturbés, j'ai toujours été persuadée que le rôle de la famille était primordial pour entourer Noël et l'aider à s'en sortir. » Voilà la conclusion de mon intervention au titre de l'UNAFAM Orne. Merci Madame Baclin. Bon, alors on va retrouver la vidéo, on mettra en lien sous votre vidéo les autres vidéos sur la discrimination que je vous invite et qu'on va diffuser sur nos réseaux, peut-être pas dans la foulée, mais peut-être plus tard justement pour si on met trop ça sera pas vu. Disons voilà. Que la vidéo sur la discrimination. La vidéo sur la discrimination qui a été réalisée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale a été réalisée avec 6 étudiants de l'IUT d'Alençon et montée par un professionnel. Et donc ont été interviewés différents types de handicaps et différentes situations stigmatisantes. Et donc il y a l'interview de soignants, il y a l'interview de personnes concernées. Et à la fin, il y a la réaction des enfants par rapport à la stigmatisation qui est extrêmement drôle. Très bien, on revient toujours aux enfants. Eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. La radio, confinée, mais pas déconfie.